Bonjour, comment pensent et agissent les grands leaders? Suivons tout de suite leurs traces grâce à Laurent Stork, conférencier et ex-directeur général chez Universal et directeur des programmes de TF1. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, vous êtes diplômé d'HEC, diplômé de Sciences Po Paris avec les félicitations du jury quand même. Et puis vous avez été, c'est vous qui avez en fait maintenu le leadership de TF1 pendant près d'une quinzaine d'années, et notamment de sa rentabilité financière. Alors c'est quoi être un bon leader? Être un bon leader, déjà, étymologiquement, c'est avoir des gens qui vous suivent et sans contrainte. Donc je pense que c'est une définition qui est basique, mais qui me convient bien. Effectivement, quand j'ai été leader, en l'occurrence quand je me suis occupé d'équipe, il y a toujours forcément un peu de contraintes, mais c'est bien que des gens aient envie de vous suivre. Ça veut dire que vous avez des qualités à la fois de cœur et que ce que vous racontez n'est pas trop stupide. C'est la différence finalement entre un supérieur hiérarchique et un chef? C'est-à-dire qu'un supérieur hiérarchique, c'est une place dans un organigramme. Voilà, comme beaucoup dans les entreprises. Souvent atteinte par le principe de Peter, le fameux principe qui fait qu'on n'est pas forcément bon pour ce qu'on fera après avoir bien fait ce qu'on était censé faire avant. En gros, un chef de gare n'est pas forcément un bon conducteur de train, et réciproquement. Et deuxième point, un chef, ça dépend. Il peut y avoir des chefs, des petits chefs, des chefs stupides, mais a priori, je pense qu'aujourd'hui c'est compliqué d'être un chef stupide. Parce que je vois la nouvelle génération dont font partie mes enfants, en général, ils obéissent pas. Oui, non, ils sont au taquet sur les supérieurs hiérarchiques. Je pense que je suis la dernière génération à avoir supporté éventuellement des supérieurs hiérarchiques un peu pénibles, quoi. Moi aussi, j'ai eu ça. Ouais, peut-être. Voilà. Alors, quels sont les trois types de compétences en fait, qu'il faut avoir pour être un bon leader, selon vous? Je pense que la tête, le cœur, l'estomac, en gros. Donc la tête, il faut avoir suffisamment de recul pour prendre des décisions les plus intelligentes et les plus rationnelles possibles. Le cœur, il faut être suivi par les autres. Donc la tête ne suffit absolument pas. Pour être suivi par les autres, il faut impérativement avoir des choses qui sont dans l'émotion et qui donnent des enjeux pour être suivi. Et puis l'estomac, c'est le moteur personnel, c'est se lever tous les matins. L'énergie. Oui, mais c'est personnel. Le cœur, c'est pour les autres, l'estomac, c'est pour vous-même. C'est se dire, c'est bon, on y va, et on va y arriver, et voilà. Donc, et la tête est quand même censée contrôler l'ensemble afin de ne pas passer son temps à réagir, mais plutôt à agir. Penser en leader, vous dites chercher le pourquoi plutôt que le comment? Oui, moi je trouve que c'est beaucoup plus motivant pour des gens de leur expliquer pourquoi il faut faire les choses. C'est donner du sens, quoi, finalement. Le pourquoi, c'est vous, et le comment, c'est eux. Moi, je faisais beaucoup de subsidiarité, ce qui s'appelle aujourd'hui aussi l'empowerment. Ouais. C'est-à-dire que la personne la mieux placée pour faire les choses, c'est la personne qui est le plus proche possible du problème. Après, moi, dans mon job, on m'a toujours amené des problèmes qui étaient en général pas résolus avant. Sinon, on ne me les amenait pas, il n'y a pas besoin de moi. Donc, vous faisiez à ce moment-là comment reformuler le problème? C'est-à-dire que j'ai été dirigeant à 28 ans. Ouais. Donc j'ai rarement eu... quand on m'amenait un problème, c'est que les autres n'avaient pas réussi à le résoudre. Et je n'avais pas la prétention, justement, je n'arrivais pas forcément à le résoudre. Mais j'arrivais par contre à le reformuler de manière à ce qu'on se dise, voilà, l'arbitrage, il est là. Qu'est-ce qu'en pensent les gens? D'ailleurs, je leur parlais en direct. Je leur dis, mais toi qui es sur le terrain tous les jours, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi les autres marchent mieux? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, en fait? D'ailleurs, j'avais des réponses incroyables. Des fois, j'obtenais des solutions hallucinantes avec des gens qui avaient 20 ans d'ancienneté. Et moi, j'avais 28 ans. Et je leur disais, mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Et ils me disaient, mais parce qu'on ne me l'a pas demandé avant. Non, mais je vous promets que ça marche. Il faut demander aux gens leurs idées à eux. Et parfois, on est très surpris. Souvent, elles sont bonnes. C'est votre technique pour stimuler en fait, les gens? Vous avez géré plus de 400 personnes? Technique, c'est un peu sommaire, mais c'est une approche qui est tout le temps payante, quoi. Toujours, toujours, toujours. Il faut demander aux gens déjà ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Ça évite d'avoir des gilets jaunes qui, au bout de 20 ans, on aura la casquette et viennent tout démolir à Paris, quoi. Voilà. La qualité essentielle pour vous d'un bon leader, alors? Alors, un bon leader, je pense que ça doit avoir une grosse capacité à gérer les contradictions. Je trouve que ce qui limite les très très bons collaborateurs que j'ai pu avoir, et quand je me disais, voilà, je nomme un tel ou je nomme un tel pour une promotion, c'était pas forcément celui qui avait les meilleurs résultats, même si quand même ça aide, mais celui qui était capable de gérer la contradiction, parce que je pense qu'il y a un moment dans un job où ça devient politique, il n'y a pas de bonne solution, il y a la moins mauvaise, et il faut avoir la capacité à se dire, voilà,
rien n'est vraiment très bon, mais cette solution-là est la moins mauvaise de toutes. Et c'est celle-là qu'il faut faire. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mal à faire ça. Je dirais la contradiction, ça veut dire être politique ? Oui, quand même. Ouais. Ouais, il y a une dimension politique. C'est pas être politique, c'est parmi les 2-3 solutions possibles, quelle est celle qui d'abord est la plus en phase avec l'entreprise dont on s'occupe, qui fera éventuellement le moins de dégâts sociaux, psychologiques ou je ne sais pas quoi. Et après, il faut l'assumer. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau de pouvoir où il n'y a plus de solution idéale. Parce que s'il y a une solution idéale, elle est prise bien en dessous par vos propres équipes. Si ça remonte, c'est que les gens ne sont pas idiots. C'est juste que les gens, ils n'ont pas le niveau hiérarchique pour pouvoir le décider eux-mêmes. Donc il y a des arbitrages, et c'est vrai que dans ces cas-là, je trouve qu'une qualité de leader, au-delà des qualités de cœur, les qualités de tête, c'est être capable de gérer des contradictions, parce qu'à un moment, dans votre job, de 8h du matin à 23h, c'est que des contradictions à gérer. L'optimisme, c'est important pour vous ou pas? Moi, c'est très simple. Le pessimisme est une faute professionnelle. Voilà, c'est clair. Moi, je vous le dis, c'est comme ça que j'ai traité les soucis. Il y a deux choses. Demander à des gens, est-ce que vous considérez que vous êtes chanceux en entretien? S'il me disait non, il avait très peu de chances que je l'embauche. Okay. Parce que je vois pas donc pourquoi il faut noter, pour ceux qui vont passer si des entretiens. Si on vous demande si vous êtes chanceux, vous répondez oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis après, ça se voit au bout de 30-40 minutes. Vous voyez si la personne est plutôt optimiste ou pessimiste. Je ne vois pas l'intérêt pour une entreprise d'avoir des gens pessimistes. Parce que prévoyant n'est pas pessimiste. Évidemment, le pessimiste et ceux qui nous regardent vont dire il est complètement con. Oui, c'est pas pessimiste naïf. Non, mais les pessimistes, ça sert à quelque chose, ça prévoit le danger, ça rassure, ça machine. Oui, peut-être, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir des pessimistes a priori dans mes équipes. Ok, merci beaucoup Laurent. Merci. Je sens qu'on va bien s'entendre. Et puis, je vais vous faire après l'émission là une petite liste de problèmes parce que j'ai compris que vous saviez tout résoudre. Donc, j'ai 2-3 trucs sur lesquels il faut que je revienne. À très vite pour une prochaine émission.